fait l'effort de venir jusqu'à Bordeaux, le plaisir, de partager, de se retrouver en tout cas. Ça fait quelques semaines qu'on ne se croise plus à l'Assemblée nationale, mais c'est toujours un vrai bonheur de t'avoir à nos côtés. Pour cette réunion, donc, le thème est effectivement 6e République, une république sociale, féministe, écologiste. Pourquoi ce thème-là? Pour d'abord aussi faire écho ou préparer notre grande marche qui aura lieu ce dimanche à Paris, ce dimanche 20 mars. Vous avez ici voilà, les affiches, à 14 h, une marche pour la 6e République, où nous souhaitons vous retrouver encore nombreux et nombreux. Peut-être que ceux qui n'ont pas prévu d'y aller le seront ce soir en repartant de cette réunion publique et après les discussions que nous aurons pu avoir. La 6e République est pour nous un impératif, une urgence. C'est cette urgence de sortir de cette monarchie présidentielle. Vous pouvez toutes et tous constater qu'elle est aujourd'hui à bout de souffle. Une monarchie présidentielle calquée sur une constitution de la 5e République qui a été changée 24 fois depuis le début. C'est vous dire si elle était usée et s'il faut en changer. Alors, Macron, Jupiter, est le dernier avatar de cette monarchie présidentielle. Et lui qui déclarait, il y a encore quelques heures, quelques jours, c'était hier ou avant-hier, vouloir redonner du pouvoir à l'Assemblée nationale, c'est assez étonnant, alors qu'il vient de passer 5 ans à piétiner l'Assemblée nationale, à nier le rôle qu'elle peut avoir, et 5 ans que l'on a vu, nous, se dérouler sous nos yeux de macronisme façon Playmobil. Ça veut dire quoi le macronisme façon Playmobil? Voilà, on vous dit votez pour, on vous dit votez contre. C'est du vote mécanique. Alors c'est assez désolant et en même temps, pour vous l'illustrer, ça porte parfois à trouver des situations un peu rigolotes. C'est-à-dire que leur consigne, c'est effectivement vous votez pour, votez contre. Les insoumis votent pour, votez contre. Les insoumis votent contre ou votez pour, forcément, sinon tout se brouille. Et un jour, pour vous illustrer quand même à quel point c'est des machines mécaniques, c'était au moment de l'étude du budget, notre camarade Éric Coquerel, qui travaille dans la commission des affaires économiques et qui travaille le budget pour le groupe parlementaire de la France Insoumise, on était en séance et il nous dit, là il y a un amendement, il est de la majorité, mais je pense que c'est un amendement voilà, qui est intéressant et qu'il faut voter. Donc, qui est pour, qui est contre? Alors le président de l'Assemblée dit qui est pour, on lève la main, et les autres voyant qu'on lève pour, votent contre. C'était leur amendement. Donc voilà ce que c'est que la monarchie présidentielle et la République Playmobil. Voilà. Et ça, c'est du vécu, Clémentine peut en témoigner. Ça nous est resté parce que c'était vraiment quand même assez illustrateur de la façon dont ça se passait. Donc la nécessité, vous voyez, de passer à autre chose, à cette 6e République, elle est impérative. Aujourd'hui, pourquoi aussi cet impératif est urgent? Parce qu'il s'agit d'abolir les privilèges. Alors on pensait que ça avait été fait dans la nuit du 4 août 1789, cette abolition des privilèges, mais il faut recommencer à nouveau ce travail, abolition des privilèges, séparation aussi de l'État et du CAC 40, donc ça c'est vraiment l'urgence immédiate. Alors plutôt que de faire ça la nuit, un 4 août, vous faire relever, on a une solution beaucoup plus facile, c'est de le faire un après-midi, le 10 avril, et donc là vous conviendrez que c'est quand même plus facile, ça respecte notre chronobiologie, on pourra passer la nuit du 4 août qui suivra d'une manière beaucoup plus détendue. En tout cas, voilà, c'est l'après-midi du 10 avril que nous abolirons à nouveau les privilèges et que nous voterons la séparation de l'État et du CAC 40, entre autres. Mais ça veut dire aussi une 6e République où le pantouflage sera interdit, et on le voit particulièrement en ce moment, où les fameux Playmobil dont je vous parlais à l'instant sont en train de se recaser ici ou là, au gré des opportunités, alors qui, à la tête d'une association de lobbyistes professionnels, je pense à l'ANIA, c'est notre collègue Nogal de la République En Marche, mais c'est aussi le moment d'en finir avec la République McKinsey. Vous en conviendrez aussi, le scandale qui a été révélé est un scandale, comme je viens de le dire, et donc il faut absolument y mettre fin. Et donc, comment on met fin à cette 5e République et à toutes ces dérives? Il faut l'intervention du peuple. L'intervention du peuple, elle est aujourd'hui impérative.
Et cette 6e République avec l'intervention populaire, ce n'est pas un concept, mais ce sont bien des choses concrètes que nous proposons, nous, justement, dans l'intervention du peuple dans cette 6e République. C'est le droit de vote à 16 ans, et ça nous semble aujourd'hui un horizon tout à fait souhaitable. La reconnaissance du vote blanc, notamment, et puis aussi l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, afin que, effectivement, les citoyens puissent s'inviter sur la scène politique et proposer des lois. Alors pourquoi aussi, c'est une des questions à laquelle on va essayer de répondre, pourquoi il est impératif que l'on s'empare de ces questions-là? Parce que tous les gens que je viens de vous décrire, les Playmobil et le chef des Playmobil, organisent aujourd'hui la défiance généralisée envers les politiques. On nous dit souvent, et moi ça m'arrive régulièrement, je pense que c'est le cas aussi de Clémentine, de toute façon c'est tous les mêmes, vous ne servez à rien. Voilà. Ils ont organisé cette défiance généralisée à force d'utiliser leur mandat à des fins uniquement de servir des intérêts particuliers, voire des intérêts personnels. Et donc on se retrouve aujourd'hui face à cette difficulté de remettre du sens effectivement à l'action politique et à l'action pour l'intérêt général. Alors moi j'ai une phrase justement pour vous encourager à reprendre ce rôle et à retrouver confiance dans la politique, c'est quand les dégoûtés n'y vont plus, il ne reste plus que les dégoûtants. Et c'est pas un horizon que nous on trouve désirable et on vous dit mêlez-vous de nos affaires. Mêlez-vous de nos affaires, c'est urgent, faites-le, allez voter, faites voter autour de vous, mais il est temps que tout le monde se mêle de ces affaires au sens de notre République et de la façon dont on veut l'organiser. Voilà pour la petite introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Clémentine qui va justement vous parler de tous ces dégoûtants qui aujourd'hui sont encore au pouvoir, trop nombreux. Tu en as fait une liste. Voilà, tu as aussi écrit un bouquin sur le sujet, vous le retrouverez tout à l'heure, je vous en parlerai. Et donc Clémentine va continuer cette réunion publique et va vous parler donc de tous ces dégoûtants et de la nécessité de changer de République, de passer à la 6e. Voilà, Clémentine, la salle est à toi. Bonsoir à toutes et tous, c'est un très très grand plaisir d'être là à côté de mon collègue Loïc Prudhomme, avec qui j'ai le plaisir de siéger. En plus, on est dans la même rangée, donc on est très souvent, on est voisins de siège à l'Assemblée. Et donc c'est avec beaucoup de joie que je viens ce soir pour cette réunion publique qui s'inscrit dans la campagne présidentielle où nous avons un espoir d'être au second tour et de porter donc un candidat qui met le partage des richesses, la transition écologique, l'aspiration démocratique et j'en passe en haut. Et si nous sommes au second tour, c'est quand même pas rien de ce qui est en train de se jouer dans la dynamique actuelle, mais aussi une élection législative derrière. Et cette élection législative, elle est très importante. Alors vous avez peut-être vu que le président de la République voulait, s'il était réélu, nous raboter le temps de campagne, parce que décidément la démocratie, c'est pas pour lui. Mais en tout cas, c'est important de dire d'emblée que cette réunion publique et la campagne qui est la nôtre, c'est une campagne présidentielle et aussi une campagne législative. Et j'espère qu'il y a dans cette salle, et j'en suis sûre, de très très nombreuses forces, non seulement pour nous faire aller au plus haut le 10 mai prochain, mais aussi au plus haut pour que Loïc puisse poursuivre le travail extraordinaire, et je pèse mes mots, qu'il fait à l'Assemblée nationale, parce que c'est un député qui a pris en main toute une série de questions, et moi, je l'ai dit d'emblée, Loïc m'a particulièrement impressionné sur tout le travail précis qu'il a mené et livré d'ailleurs dans un essai là, je crois, Malbouffe, un député qui met les pieds dans le plat, parce que ce travail sur l'alimentation, qui est un sujet éminemment politique, contrairement à ce qu'on pense, hein. Qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on mange, la malbouffe, tout ça, ce sont des sujets extrêmement politiques, et Loïc les a pris à bras-le-corps, donc j'espère vraiment que dans cette circonscription, nous aurons un député comme toi qui va pouvoir continuer ce travail pour le territoire et aussi pour tous les sujets que tu portes à l'Assemblée nationale. Ça, c'était pour commencer. Mais sinon, je vous laisse
prise en otage. Elle est prise en otage parce qu'il y a eu une espèce de hold-up qui a été fait sur la République. Et moi, je me souviens du jour où j'ai pris conscience de ce hold-up. Je peux le dater, c'était le 15 décembre 2016. J'étais chez moi, je prenais mon petit déjeuner et j'écoutais France Inter à l'époque. Et ce matin-là, il y avait Manuel Valls. Manuel Valls qui était à la radio, voilà, je savais que ça allait vous plaire. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis, d'un seul coup, j'entends mon nom et il dit texto, il dit et puis oui, il y a des gens comme Clémentine Autain qui a noué des accords avec les frères musulmans. Alors là, je me dis quand même, breaking news, une femme, une féministe, qui a noué donc des accords avec les frères musulmans. Donc j'étais assez sidérée, mais je me dis, il y a des journalistes, France Inter, ils sont quelques journalistes qui étaient là, Patrick Cohen, oui, voilà, bon, il y en a bien qui va relever quand même l'absurdité de ce que vient de dire Manuel Valls, cet homme d'État, faisons les mots. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, et on m'entend d'ailleurs dans la voix, je l'ai réécouté depuis, Patrick Cohen, qui dit ah oui, il lâche un espèce de oui, etc. Ça passe. Je demande un droit, j'étais furieuse, non, je précise, d'accord, vous êtes avec moi, donc j'étais assez furieuse, je demande un droit de réponse, je n'ai pas eu de droit de réponse, l'affaire a été classée. Mais en fait, ça n'était que le début. C'est-à-dire que ce qui s'est produit à ce moment-là, où moi je me suis dit, mais on est où? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça n'était que le début, puisqu'ensuite, on est passé de calomnie en calomnie, de mensonge en contre-vérité, etc. Et vous savez, il y a toute cette petite musique, les islamo-gauchistes. Il paraît que moi, j'ai fait un truc aussi, vous savez pas, non seulement j'ai noué des accords avec les frères musulmans, mais j'ai même organisé un meeting avec Tariq Ramadan. Et ça, vous l'avez peut-être entendu, parce que même Valérie Pécresse, l'autre jour, dans son débat avec Éric Zemmour, à un moment donné, je ne sais pas ce que je venais faire là, ils étaient en train de s'engueuler tous les deux, à savoir lequel était proche ou pas proche de Tariq Ramadan, et c'est tombé sur moi, ils ont dit, ah oui, il y a Clémentine Autain qui a fait un meeting avec Tariq Ramadan. Alors, je n'ai non seulement jamais organisé de meeting avec Tariq Ramadan, mais je n'ai même jamais vu de ma vie Tariq Ramadan. Donc tout ça est complètement délirant et absurde, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que Manuel Valls ait enclenché ce mouvement, qui est un mouvement qui vise à discréditer, disqualifier une partie substantielle de la gauche, et même, chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était l'essentiel de la gauche et des écologistes qui étaient rentrés dans cette espèce de furie. Donc ça veut dire qu'ils ont départagé l'espace politique en disant il y a les républicains, eux, autoproclamés, et puis il y a les méchants, c'est nous, les anti-républicains. Hein, tous ceux qui sont ambigus, hein, on a des ambiguïtés avec la République, c'est pas clair, on ne sait pas quoi, hein, c'est pas clair, c'est pas net. Et dans une conception de la République qui est ramenée à sa plus simple expression, qui est la question de la laïcité, et laïcité elle-même comprise dans un sens qui n'est pas le sens qui était celui de ses concepteurs, en tout cas je veux parler de la loi de 1905, qui visait la paix civile et non pas la guerre civile, comme finalement le reprennent en cœur. Si on suit les discours de tous ceux qui nous font des leçons de République, il y a des moments où on se dit, mais eux, ils ne souhaitent pas du tout la paix civile. Ils sont en train d'essayer de déclencher une grande division dans le pays et une grande guerre civile. Et donc, il y aurait ces deux camps. Et ce n'est pas l'extrême droite qu'ils ont visé, qui est pourtant la menace aujourd'hui dans notre pays par rapport à notre modèle républicain, la plus imminente, la plus dangereuse. C'est pas l'extrême droite. C'est nous qu'ils ont décidé de viser. Et évidemment, à ce petit jeu, ce qui se passe, c'est que ça crée une toile de fond, une ambiance dans le pays qui favorise l'émergence de l'extrême droite et qui tire tout l'échiquier politique à droite toute. Et on l'a vu au fur et à mesure de ces années-là, qui se sont passées depuis ce moment de hold-up, je parlais de 2016, c'est-à-dire qu'on a des idées qui ont contaminé des franges toujours plus larges de notre société. Dans le paysage politique, l'émergence d'Éric Zemmour est un symptôme évidemment très important, puisque c'est le grand théoricien du grand remplacement, celui qui aussi s'est fait connaître grâce à un livre qu'on a peut-être oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié parce que j'ai débattu avec lui à ce sujet, qui s'appelait Le Premier Sexe. Et Le Premier Sexe, c'est un livre qui raconte le mal-être, n'est-ce pas, le grand désespoir du mâle blanc qui ne l'aimait pas. C'est dur, c'est une situation difficile pour le mâle blanc aujourd'hui parce qu'il est attaqué, n'est-ce pas, dans son être profond par ces affreuses féministes et tout ça. Bon, c'était quand même le livre qui l'a fait sortir de terre. Donc, cet Éric Zemmour, qui pouvait imaginer qu'avec toutes ces théories, il deviendrait
deviendrait non seulement un éditorialiste qui a une émission, 1 heure par jour sur CNews, mais qui ensuite devient candidat à la présidence de la République. Et partons de là, on a vu que la droite classique, dite républicaine, je vous rappelle que la droite en France classique, elle s'appelle les Républicains, ces fameux les Républicains, courent après l'extrême droite. Éric Ciotti, qui avait pensé qu'Éric Ciotti, un homme qui veut un Guantanamo à la française, comment imaginer que cet Éric Ciotti puisse faire 40% à la primaire chez les Républicains? Ça raconte quelque chose. Et ensuite, Valérie Pécresse qui gagne cette primaire, il faut voir un petit peu le personnage. Valérie Pécresse, c'est une femme qui dit qu'elle veut doubler les peines dans certains quartiers. Certains quartiers, il faut les traduire, hein, ce sont les banlieues populaires. C'est interdit par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Est-ce que tout le monde s'en fiche? Quelqu'un a fait une leçon une inquisition, en disant, enfin quand même, c'est incroyable, Valérie Pécresse, vous n'êtes pas républicaine, vous êtes en train de proposer une différence dans la législation suivant le territoire où vous habitez, ça n'a absolument pas de sens. Et puis elle est allée plus loin, elle nous fait des leçons de République, et elle nous explique que la France, c'est quoi la France? Vous l'avez entendu, enfin, moi je trouvais ça tellement incroyable, la France c'est manger du foie gras, avoir un sapin de Noël et élire Miss France. Non. La France, c'est la République, et la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, vous l'entendez. Donc, on en est quand même rendu loin. Et dans ce paysage, il y en a une qui se frotte les mains, forcément, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Et pendant ce temps-là, ce qui est sûr, c'est que la République, elle a perdu de sa force, elle a perdu de son sens. Elle a perdu son sens déjà, comme tu l'évoquais aussi tout à l'heure, avec les affaires de corruption qui ont entaché nos institutions, nos représentants, notre République. Mais plus fondamentalement, on sait que la République, c'est sa promesse en fait républicaine qui est mise à mal. Elle est mise à mal parce qu'elle s'est fracassée sur le mur d'une liberté qui est confondue avec le libéralisme économique, avec une égalité qui est une égalité en marche arrière, et avec une fraternité qui tout simplement s'est noyée dans la mer Méditerranée. Donc de cette devise républicaine, franchement, on en a fait des petits papiers, on a mis tout ça à la poubelle. C'est ça le drame devant lequel nous nous situons, et qui n'est pas discuté dans le débat public quand nous discutons de la République. Et c'est là où je reviens à l'opération politique de Manuel Valls et des siens, parce qu'il a été aidé par toute une série de journalistes, d'éditorialistes, mais il a été aidé aussi par le Printemps républicain. Et puis c'est une musique qu'on a entendue très fortement, hein, voilà, c'était de chasse aux sorcières sur les républicains, les non-républicains, comme s'il y avait une frange, comme ça, vous voyez, une frontière entre les deux complètement étrange, dont on ne sait pas très bien quel est le sens profond. Eh bien, cette opération politique, à mon sens, c'est d'éviter le débat sur le bilan du quinquennat Hollande. C'est-à-dire que tant qu'ils font la diversion pour essayer de diviser l'intérieur de la gauche, pour discréditer par des anathèmes sans fondement, des contre-vérités, des calomnies, ce qu'il se passe, c'est que nous ne sommes pas en train de discuter qu'est-ce qu'a été ce bilan de 5 années de Valls, de Hollande et de toute la clique qui ont gouverné au nom de la gauche et en menant une politique de droite. Et c'est cette diversion-là que nous devons affronter, et c'est pourquoi je pense qu'il faut que nous cessions de nous excuser, de, vous voyez ce que je veux dire, de montrer patte blanche, d'expliquer oui mais non, mais en fait, non. Non seulement nous n'acceptons pas la chasse aux musulmans qui est faite dans notre pays, mais en prime, nous allons nous dire ce qu'est la République, la vraie, la remettre debout, lui donner du sens, lui redonner du contenu. C'est ça l'objectif que nous nous fixons, et donc redonner des couleurs à la République suppose de débattre de ce qu'est la République, la vraie, et de savoir ce que nous voulons en faire, et pas simplement de la réduire dans quelque chose qui est absolument étroit et absurde. Or, Emmanuel Macron, pendant que nous avons ce travail à faire, Emmanuel Macron, il s'est moulé dans cet état d'esprit. Il a fait la même chose, avec des caricatures très fortes, j'ai envie de dire des paroxysmes. Je pense à la loi dite du séparatisme. La loi dite de séparatisme, c'est quoi d'autre que de reprendre les obsessions identitaires qui sont sur la table, amenées par l'extrême droite et importées à gauche par Manuel Valls et les siens. C'est exactement ça qu'ils sont en train
Il l'a fait avec la loi Asile-Immigration, il l'a fait aussi par des propos qu'il a tenus, qui vont aussi dans le même sens, lui et d'autres, avec lui. Dominique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui explique, sans rire, qu'il faut, on se croirait dans une de valeurs actuelles, puisqu'elle a accusé les universités d'être un laboratoire de l'islamo-gauchisme. Oui, mais ensuite, on a eu Blanquer, parce qu'après l'islamo-gauchisme, et que ça, bon, il y a un moment quand même on fatigue, alors ils ont trouvé un autre truc, c'est le wokisme. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est? Ça va pas l'islamo-gauchisme, moi j'ai toujours pas compris ce que c'était, hein. À part une insulte, je vois pas. Et alors le wokisme, c'est pareil, on dit, bah, c'est quoi le wokisme? Le wokisme, ça vient du mot woke, woke ça veut dire éveillé, d'accord? Le wokisme, donc ce sont des gens qui se battent contre les injustices et les inégalités, très bien, ils sont éveillés, c'est quoi le problème? Eh bien, ça ne va pas à M. Blanquer qui a créé une espèce d'officine un peu absurde et qui s'en prend, lui, au wokisme. Et donc, c'est bien dans ce glissement idéologique qui est repris au sommet de l'État et repris lui aussi par la Macronie, qui lui aussi cherche à faire diversion sur le bilan et son activité, qu'au fur et à mesure, la République se trouve dévitalisée, se trouve prise en otage, et ce hold-up me paraît un hold-up particulièrement dangereux. Et nous, notre conviction, parce que notre conviction, c'est que la République, il faut la re-remplir d'une certaine manière. Il faut lui, vous voyez ce que je veux dire, il faut la re-remplir. Contrairement à ce qu'il nous raconte, une espèce de fable où il y a anti-républicain, républicain, comme si c'était aussi simple que ça, la vérité n'est pas du tout celle-là. Parce que la République, elle est menacée potentiellement par ceux qui sont contre elle, mais en fait c'est tout petit. Qui est anti-républicain en France? C'est minoritaire, c'est marginal. Tout le monde se dit républicain. En revanche, la République, elle peut être nécrosée de l'intérieur. Elle peut se nécroser de l'intérieur. Elle peut se nécroser de l'intérieur, si vous voulez, si les pratiques, les pouvoirs publics, les politiques publiques, sont des politiques publiques qui vont à l'encontre de ce qui est inscrit au fronton des bâtiments publics. Si la liberté, l'égalité et la fraternité sont complètement mises à mal, alors par définition, la promesse républicaine et donc la République ne tient pas debout. Et ils veulent nous faire croire qu'il y aurait une idée, vous savez, figée à tout jamais de la République. Quand on connaît un tout petit peu l'histoire, on sait que la République a toujours été l'objet de confrontations, et de confrontations très grandes. Ce n'est pas une idée posée une fois pour toutes. Et il reste des héritiers aujourd'hui qui sont des héritiers de... Comment dire? Des héritiers... Non, on ne va pas dire ça comme ça, mais des héritiers qui sont... Ceux qui sont les tenants d'une république libérale, en fait, d'une république censitaire, celle des manoirs et des châteaux, très élitiste, bourgeoise et méfiante du peuple en action. Ça, ce sont des héritiers qu'on retrouve, qui existaient déjà sous la Révolution française, qu'on a retrouvés tout au long du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il y a des héritiers de cette conception de la République qui n'est évidemment pas la nôtre, nous qui sommes les héritiers de ceux qui ont mené à grand renfort de peuples mobilisés la Révolution française, mais ensuite ceux qui étaient dans les mobilisations en 1830, puis en 1848, puis en 1870, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de la Commune de Paris. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, au moment de la Commune de Paris, il y a bien des idées qui ont été mises sur la table qu'on a retrouvées au XXe siècle dans les lois. Alors, la laïcité, par exemple, les logiques d'impôt, de salaire maximum, l'union civile même, c'était des idées qui étaient dans les programmes, les propositions des communards. Et au lieu d'écouter ce qui émergeait du peuple à ce moment-là, il y a eu un bain de sang et les forces réactionnaires ont empêché quelque chose qui quand même a rejailli, puisque au final, tout au long du XXe siècle, même dès la fin du XIXe, des lois ont mis concrètement dans notre pays des propositions qui étaient celles des communards, puisque sur l'éducation, par exemple, on a eu l'éducation rêvée, laïque, publique, gratuite, dont rêvaient les communards. On a eu des unions civiles qui ont été proposées. On a eu la laïcité qui est rentrée dans la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être réfléchir à s'intéresser, quand il y a une irruption populaire, aux propositions qui sont mises sur la table, propositions qui font vivre la République, plutôt que de se rétracter et d'imaginer que la République serait quelque chose de figé qui ne bouge pas. Donc on s'inscrit absolument
dans cette histoire. Et notre programme, notre proposition, il part du principe que l'émancipation humaine qui sous-tend la logique républicaine, en tout cas notre République telle qu'on la conçoit, eh bien c'est un fil qui est un fil protecteur d'abord, protecteur contre l'obscurantisme et protecteur contre le néofascisme, contrairement à ce qu'ils sont en train de nous raconter. C'est-à-dire que nous avons le programme et les propositions qui sont stratégiquement les plus cohérentes. Si on veut lutter contre, par exemple, Daesh, j'en dis un mot ici, parce que finalement tout ce débat-là, il est lié au terrorisme, en disant mais vous êtes complice, blablabla. Mais qui est-ce posons-nous 3 secondes là-dessus. Qui est-ce qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, par exemple, des armes qui ont servi dans des guerres? Et qui est-ce qui laisse Total faire des marchés avec Daesh? C'est nous peut-être? Qui est-ce qui prend le thé avec des dignitaires saoudiens, etc.? C'est pas nous. Qui est-ce qui, dans la cellule Pharos, vous savez, celle qui était censée justement regarder sur les réseaux ce qui se passait du point de vue terroriste, a mis quelques dizaines de personnes pour faire ce travail-là? Parce que il n'y a pas d'argent, comme il n'y a pas plus d'argent d'ailleurs à mettre dans le renseignement. Si on met de l'argent dans le renseignement, si on arrête de faire passer le commerce des armes avant nos idéaux, si on est capable de faire de l'humain, de telle sorte que quand quelqu'un est embrigadé, il y a une cellule d'écoute, il y a des humains à qui on peut parler pour essayer d'empêcher le pire d'arriver. S'il n'y a pas tout ça, si les services publics disparaissent des quartiers populaires et d'ailleurs, qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe? Forcément, ça ne va pas. Forcément, ça ne va pas. Et c'est pas parce que vous allez mettre des caméras partout, surveiller tout le monde, demander des pièces d'identité, faire des contrôles aux faciès que vous allez régler le problème du terrorisme et la lutte contre le djihadisme. Donc nous avons une cohérence qui est un fil protecteur qui est très important, comme face à la guerre aujourd'hui. Jaurès nous disait à quel point la guerre ne peut pas conduire à la paix. La logique de guerre conduit à la logique de guerre. Et c'est dans la guerre en Ukraine que nous avons, là aussi, un fil qui nous tient. Un fil qui nous tient parce que nous voulons entraîner le camp de la paix. Tout le monde sait que c'est Poutine qui a agressé les Ukrainiens. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, dès que Poutine a produit son acte, il a sorti un communiqué pour dénoncer immédiatement cette agression qui est une agression inacceptable. Donc il y a bien un agresseur, un tyran extrêmement dangereux. D'ailleurs, peut-être avez-vous lu, je crois que c'était hier dans Le Monde, un papier terrifiant où on voit son projet, commence à effleurer de plus en plus quelle est son idéologie, son projet, qui est un projet impérialiste, mais qui est aussi, à certains égards, parfois un projet qui, d'un point de vue, j'ose dire, de purification ethnique, est sacrément inquiétant. Donc Poutine est un homme extrêmement dangereux, et il agresse le peuple ukrainien. Nous, ce que nous voulons, c'est, par la diplomatie, essayer d'éviter cette guerre qui peut évidemment entraîner une guerre qui dépasse le seul cas des Ukrainiens, parce que la guerre est effroyable. La guerre est effroyable et il suffit d'allumer sa télévision pour se rendre compte de l'horreur que c'est. Moi j'ai en tête cette femme qui sort de chez elle, doit aller chercher son bébé de 6 mois, et elle a 19 ans, elle traverse la rue, et boum, une bombe lui tombe sur la tête, et c'est terminé. Voilà, c'est ça la guerre. C'est juste ça la guerre, c'est insupportable. Et c'est pourquoi nous devons exprimer notre solidarité et notre soutien à ce peuple ukrainien qui s'en prend plein la tête. Et c'est pourquoi nous devons aussi exprimer notre solidarité au peuple russe qui ose braver le tyran Poutine et dire tout simplement non, nous voulons la paix, et nous ne voulons pas être représentés par cet homme qui est un homme effroyablement dangereux. Donc là encore, ce qui nous guide, c'est ce fil qui est un fil protecteur, émancipateur et qui est le fil de la paix. J'en reviens à la République parce que ce que je veux vous dire, c'est que notre programme politique, celui qui est dans l'avenir en commun, c'est celui qui va redonner des couleurs à une République digne de ce nom. Parce que, premier principe, d'abord, la 5e, elle est complètement, elle est exsangue, la 5e République. Tu l'as dit, Loïc. On est dans un niveau de défiance entre les citoyennes et les citoyens et leurs représentants et les institutions, qu'à part un grand chambardement, vous voyez ce que je veux dire, soit capable du sol au plafond de reprendre l'ensemble de nos institutions, si on ne fait pas ce travail-là, je pense que le climat de défiance, l'abstention, va être chaque jour plus grand. Et donc on est les seuls, il faut le dire, nous sommes les seuls à proposer une 6e République
par le biais d'une constituante, donc processus constituant qui suppose de tout remettre à poids, c'est-à-dire qu'on fait élire des gens qui ne seront pas ensuite élus dans les assemblées représentatives et qui décident de notre modèle de fonctionnement démocratique. Ça, c'est un exercice considérable, c'est une exigence démocratique que nous portons, et encore une fois, nous sommes les seuls à le porter, mais c'est préalable. Si on n'a pas une refonte, et je peux vous dire que cette refonte, elle ne va pas concerner seulement le Parlement, des petits bouts d'institutions. Ça va être beaucoup plus large. Parce que si on remet sur pied une constitution, ça veut dire que, par exemple, on va s'attaquer au pouvoir des médias, aujourd'hui. Il va falloir qu'on ait dans notre programme, enfin dans notre constitution, dans le marbre de la Constitution, un certain nombre de règles qui empêchent des monopoles aussi grands et au fond d'avoir une uniformisation de nos médias aujourd'hui. Mais je veux aussi parler du pouvoir des salariés dans l'entreprise. Si on parle démocratie, ça ne s'arrête pas aux portes de l'Assemblée nationale. C'est aussi dans une entreprise, comment est-ce qu'on est capable de donner davantage de pouvoir à celles et ceux qui produisent, et celles et ceux qui produisent par rapport à ceux qui sont les actionnaires de l'entreprise et qui s'en mettent plein les poches. Ça peut aussi relever de la question démocratique et du pouvoir constitutionnel. Refaire une constitution, c'est aussi s'intéresser à la justice, pour avoir une justice qui fonctionne mieux, là où aujourd'hui nous constatons qu'elle dysfonctionne. Une nouvelle constitution, c'est aussi l'occasion d'inscrire dans le marbre un certain nombre de droits, et je pense en particulier au droit à l'avortement, qui je pense que s'il était constitutionnalisé, nous serions moins inquiètes de nous dire s'il y a demain un pouvoir néofasciste qui arrive, ça complique sacrément la tâche que le droit à l'avortement soit inscrit dans le marbre de la Constitution. Donc c'est juste pour vous dire que ce processus constituant va être une pierre considérable à l'édifice. Mais la façon dont nous l'appréhendons, cette nouvelle République, et là aussi on est dans l'idée, dans la filiation de Jaurès, c'est une République sociale. La République pour nous, elle est sociale ou elle n'est pas. Elle n'est pas parce que si les logiques de liberté, d'égalité, de fraternité sont inscrites, mais elles sont éthérées, et non pas raccordées à un projet politique, alors il n'y a pas de République digne de ce nom. Si elle oublie quelque part de faire arriver dans la réalité de nos vies quotidiennes ce qu'elle énonce dans ses principes. Et alors là, on y va franco port, si je puis dire, puisque il faut qu'on change du sol au plafond ce qui a été fait par Emmanuel Macron et ce qui a été fait finalement depuis 30 ans de néolibéralisme. Parce que la question qui nous est posée, c'est de savoir, elle est où la République quand on a aujourd'hui 300 000 sans-abri, 4 millions de personnes qui sont mal logées, en 2020, un Français sur 10 qui va à l'aide alimentaire, c'est quand même considérable. Donc, si les gens ne peuvent pas manger, si les gens n'ont pas un toit sur la tête, si les gens ne peuvent pas accéder à la santé parce que l'hôpital public est complètement massacré, eh bien en réalité, la République, elle est en lambeaux. Donc il faut s'attaquer à ces questions-là, et pour s'attaquer à ces questions-là, il faut qu'on prenne des mesures simples à l'inverse absolument de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour moi, ça se résume déjà en un point simple, au tout début du mandat. Il arrive, il donne 3 milliards aux plus riches avec la réforme de l'ISF, ça c'est d'un côté, et pour financer ça, il prend dans la poche des plus pauvres, en tout cas de ceux qui en ont le plus besoin, les 5 € d'APL, vous vous souvenez. Et bien, je crois qu'avec ces deux mesures, on résume absolument ce qu'a été la politique d'Emmanuel Macron. Eh bien, nous, ce qu'on veut faire, c'est exactement l'inverse. On veut taxer les hyper riches, réquisitionner les dividendes des grands groupes aujourd'hui qui, même en période de crise Covid, sont capables de s'en mettre plein les poches, ce qui est quand même assez sidérant. Enfin, je veux dire, ce qu'on a vu aussi bien avec Total, avec tous ces grands groupes, quand vous allez à la pompe, vous voyez le 2 €, hein. Ça arrive vite. Hein. Moi, j'ai une Peugeot, l'autre jour, j'ai fait mon plein, j'en avais pour 97 €, alors que d'habitude, j'en avais à peu près pour 60 €, et je me suis dit, mais comment font les gens? Comment c'est possible? Et si on prend notre voiture, moi j'habite en grande banlieue en région parisienne, c'est pas par plaisir. C'est parce que je ne peux pas faire autrement pour prendre ma voiture. Et si vous avez demain des gens où ça coûte plus cher d'aller au travail que le salaire qui est donné, mais on va dans quelle société? C'est une société de malades. Une société de malades. Donc la République n'est pas là quand elle ne permet pas d'accéder à la dignité. Et c'est pourquoi nous voulons commencer par là, c'est-à-dire prendre en haut pour redonner à tous ceux qui aujourd'hui sont dans la galère et n'arrivent pas non seulement à finir les fins de mois, mais même à commencer les fins de mois. L'autre jour, au marché chez moi, dans ma circonscription, il y avait une dame qui était avec son caddie, et elle sortait
du marché et on discute comme ça. Je lui demande comme ça, je lui dis mais qu'est-ce que vous avez acheté? Elle me dit que des pommes de terre. C'était la fin du mois et elle m'a dit moi j'ai pas les moyens de m'acheter autre chose que les pommes de terre, et donc la question était de savoir comment toute la semaine elle allait cuisiner ses pommes de terre pour sa famille parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen que d'avoir des pommes de terre. On est en France, 5e puissance économique du monde. Enfin, c'est inacceptable, inacceptable. Et bien avec Jean-Luc Mélenchon, ce que nous disons, c'est que nous ferons non seulement le SMIC à 1 400 €, mais aussi la hausse des minima sociaux, mais aussi la sécurisation des parcours professionnels, le CDI comme norme du contrat de travail, et que pour rémunérer tout ça, eh bien, ce qu'on fera, c'est qu'on ira prendre l'argent là où il est, dans la poche du capital, puisque c'est cet argent qui a été volé à toutes celles et ceux qui produisent des richesses dans notre pays. Et nous allons partager les richesses, mais aussi partager les temps de travail. Le temps de travail, c'est très important. Moi, ça me fait rire parce qu'ils sont là. Le chômage, il est structurel aujourd'hui dans notre pays. On est d'accord avec ça, on a un chômage qui est structurel. D'ailleurs, pas simplement en France, dans tous les pays d'Europe, on a un chômage structurel. Et alors, bon, je sais bien que le président nous explique qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Mais la réalité, c'est qu'on a un emploi pour 7 chômeurs. Un emploi pour 7 chômeurs. Donc quand vous avez un emploi pour 7 chômeurs, vous pouvez traverser tout le pâté de maison, ça ne va pas marcher. Non mais ça ne va pas marcher. Donc il y a bien un moment, il va falloir partager le temps de travail. C'est pas très compliqué de partager le temps de travail. Déjà ça commence, et c'est ce que nous proposons, par une 6e semaine de congé payé. Ensuite, nous voulons emmener la négociation pour avancer vers la réduction du temps de travail hebdomadaire. Déjà qu'on n'a pas les 35 heures promises pour tout le monde, donc il faut non seulement les descendre, mais viser les 32 heures et la semaine de 4 jours. Et enfin, la retraite, qui est quand même un des scandales de ce mandat. J'en sais quelque chose puisque j'étais j'étais dans le binôme, là, dans la bataille qu'on a fait sur les retraites pour le groupe de la France Insoumise. Donc on s'en est fait des nuits, des jours, etc. sur les retraites. Et le voilà, le président de la République, qui revient à nous expliquer qu'on devrait travailler jusqu'à 65 ans. C'est-à-dire que pour une bonne partie d'entre nous, ça veut dire mourir au travail. C'est ça que ça veut dire, mourir au travail. C'est inadmissible. Et donc, si on en revient à cette autre logique, qui est celle du partage du temps de travail, alors on peut garantir la retraite à 60 ans, avec 40 annuités, et ça, c'est absolument, absolument faisable. Et nous l'avons d'ailleurs chiffré, parce que Eric en sait quelque chose, puisqu'il était dans si vous ne l'avez pas vu, hein, il y a eu une émission spéciale de la France Insoumise sur le chiffrage du programme. Je pense qu'on est les seuls à avoir sorti un programme aussi précis, mais aussi à l'avoir chiffré. Donc je vous recommande, si vous avez des doutes sur la faisabilité de tout ce que je vous raconte, d'aller regarder notre capacité à trouver de l'argent et à financer cette retraite à 60 ans avec 40 annuités, parce qu'il n'y a pas d'obligation à la régression sociale sans fin. Et c'est important de se le dire et de se dire que cette autre hypothèse est une hypothèse absolument possible. Nous voulons également consolider les services publics, parce que la République, c'est, comme on dit, les services publics, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. C'est tout à fait évident que c'est ça. Or, aujourd'hui, les services publics, ils sont massacrés aussi parce qu'ils sont libéralisés. Et si vous avez écouté hier les propositions d'Emmanuel Macron, vous avez pu voir que l'école est dans sa ligne de mire. Ce qu'il veut faire, c'est privatiser le système scolaire. L'autonomie des universités n'était qu'un amuse-bouche. Là, maintenant, il souhaite que les enseignants soient recrutés, en fait, décidés par le chef d'établissement, et que leur contrat ne soit pas un contrat à durée indéterminée, enfin, comme la un CDI d'ailleurs, c'est la logique du contrat à vie de la fonction publique, donc remise en cause du régime de la fonction publique, et une logique de management très libérale dans les établissements scolaires. Je peux vous dire qu'avec ça, on va à la catastrophe. C'est la marchandisation assurée de notre système scolaire et la concurrence entre les enseignants, y compris, qui va être organisée. Il n'a annoncé aucune revalorisation, puisque là, la logique, c'est d'être payé avec des primes, ce qui a déjà commencé. Toi, t'es sympa, toi, tu fais comme si, allez, lui, on va lui mettre, l'autre non, etc. Alors que ça fait quand même un paquet d'années que les enseignants, comme l'ensemble des fonctionnaires, est soumis au gel du point d'indice, qui est quand même un scandale incroyable, parce que c'est ce qui fait qu'il y a une paupérisation de tous ceux qui, aujourd'hui, dans notre pays, font vivre les services publics. Et bien, nous, les services publics, on y tient, et non seulement on veut les protéger, ceux qui existent, mais même, on veut faire plus, puisqu'on veut créer de nouveaux services publics. On a besoin d'un service public du 4e âge.
Et je vous assure qu'on n'a pas attendu tous les scandales ignobles avec cette orgueil qui est fait sur le dos de nos anciens pour dire qu'il fallait un service public du 4e âge. Notre collègue Caroline Fiat, début de mandat, a remis un rapport. Elle avait travaillé et elle avait pronostiqué, en fait. Enfin, pronostiqué, c'est même pas ça, parce que c'était l'État, déjà la réalité il y a 4 ans, mais quelque part, ce qui est arrivé, ce qu'on a semblé découvrir là, il y a quelques mois, c'était dans le rapport de Caroline Fiat il y a 4 ans. Donc ça n'est pas acceptable, la façon dont on traite les anciens. Il faut un service public du 4e âge. Quand je dis service public, n'entendez pas que service public, c'est-à-dire monopole d'État avec que des fonctionnaires. Une manière de faire vivre des biens communs et des services publics au XXIe siècle, ça peut prendre des formes qui sont des formes très différentes. Très différentes. Ça veut dire qu'on veut s'appuyer, bien sûr, sur un service public classique, mais aussi, par exemple, sur des associations qui seraient à but non lucratif. Et il y en a quand même un paquet. Et sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est une clé et un point d'appui par rapport à toutes les réformes que nous voulons faire, parce qu'elle vise un but qui est un but qui ne rentre pas dans la logique capitaliste, mais qui cherche le bien commun, qui cherche aussi le bien des salariés de l'entreprise, et cette logique qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, eh bien, est un point d'appui pour faire vivre ces services, ces biens communs que nous voulons faire advenir. On peut aussi parler des petits, parce que j'ai parlé des anciens, enfin, les 0-3 ans, c'est quand même bonjour. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Moi, je me souviens quand j'avais des enfants de 0-3 ans, ça me préoccupait beaucoup, un service public d'accueil de la petite enfance, puis après, bon, les années passent, on passe à autre chose. Mais c'est un moment de la vie, notamment pour les femmes, c'est décisif. Décisif. Aujourd'hui, c'est 1 enfant sur 10 qui a une place en crèche, en France. 1 sur 10. Ils sont où les 9 autres? Ils sont où? Comment on fait pour travailler quand on n'a pas de place en crèche? Alors, soit on trouve une nounou, mais il faut avoir beaucoup d'argent, parce que ça coûte très cher. Soit ce sont les grands-parents, soit on s'arrête de travailler. Et qui s'arrête de travailler? Les femmes. Donc le service public d'accueil de la petite enfance, ce n'est pas une petite histoire. Hein. C'est une obligation, à mon avis, pour une république féministe digne de ce nom. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on était dans une logique qui était une logique d'étendre ces services publics et d'être capable, du coup, de donner corps à la promesse républicaine par tous les bouts de partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs et des temps. Mais cette république, là j'ai beaucoup parlé d'histoire et du fil qui nous vient aussi de la tradition du mouvement ouvrier. Mais il me semble que dans notre famille politique, et notamment chez les Insoumis, on est au XXIe siècle et nous avons pris la mesure du défi écologique qui doit s'articuler au meilleur de la tradition du mouvement ouvrier. Et donc une république digne du XXIe siècle, une constitution digne du XXIe siècle, c'est celle qui fera rentrer la règle verte au cœur de sa proposition politique. La règle verte, elle dit quoi? Elle dit on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut donner. C'est simple, c'est déjà un principe, on le met dans la Constitution et ensuite on décline. Alors ça se décline en politique publique. Je ne sais pas qui pense ici qu'on est capable de faire face aux défis climatiques, à l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre biosphère et notre écosystème, si on ne revoit pas intégralement notre modèle de consommation, notre modèle de production, c'est-à-dire notre modèle de développement. Et ça, je peux vous dire qu'on ne va pas faire ça avec de la rustine, on ne va pas faire du greenwashing, etc. Parce qu'on n'est pas du tout à niveau de ce qu'il faut faire par rapport aux drames qui sont devant nous et que le GIEC nous rappelle de rapport en rapport, qui ont l'impression qu'ils arrivent les rapports et qu'on les met à la poubelle, on attend le suivant et on attend que ça se passe. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut tout prendre, tout reprendre. Tout reprendre, c'est investir dans la rénovation thermique. Pas attendre que les gens se débrouillent tout seuls avec leur passoire thermique. Si les gens vivent dans des passoires thermiques, c'est pas parce que ça leur fait plaisir, d'autant plus que ça leur fait en général, soit ils ont froid parce qu'ils ne peuvent pas chauffer, ils n'ont pas les moyens, soit ils chauffent et ils payent encore plus cher se chauffer. Personne n'a plaisir à vivre dans une passoire thermique. Donc s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens. Il faut investir dans la lutte contre les passoires thermiques et donc dans la rénovation des bâtiments. Il faut investir dans les transports publics. Il faut investir dans toute la lutte contre le gaspillage. Il faut qu'on soit capable de faire vivre un service public de la réparation, par exemple, et du réemploi. Moi, je suis frappée de ça. Vous vivez dans la même société que moi. Enfin, c'est complètement dingue. Les boutons ne tiennent plus, vous achetez des machins, au bout de 3 jours, ça tombe, tout se casse. On a l'impression que les choses sont... Et on ne sait plus réparer. On ne sait pas le faire nous-mêmes, et on n'a pas de lieu qui permettent de réutiliser. Et alors, vous jetez, vous rachetez, et tout ça n'a absolument aucun sens. Sans compter que le moteur fondamental du système capitaliste, vous savez, Keynes,
connaissez tous Keynes, mais Keynes, il avait écrit une lettre qui s'appelait La lettre à nos petits-enfants, il s'en souvient. La lettre à nos petits-enfants. On est à la veille de, enfin pas la, oui, à la veille, au moment en tout cas, de la crise de 29. Et donc se produit cette crise de 29, et Keynes se dit, mais Keynes dit en gros, bon, ça va bien se passer, c'est une crise de croissance, etc. Bon, ça va aller. Et il prédit qu'en 2030, donc quasiment là maintenant, en fait, le capitalisme aura réussi à faire qu'on produise tout ce dont on a besoin. Et il pose juste une question à ce moment-là, il se dit, parce que lui, il pense qu'il va y avoir la fin de la rareté, hein. C'est donc ça. Il pense que ce sera la fin de la rareté. Oui, je vois des yeux. La fin de la rareté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une société d'abondance, on va pouvoir avoir tout ce qu'on veut. Et ce sera bien. Et que donc la question qui nous sera posée une fois qu'on aura produit tout ce qui convient pour qu'on vive correctement, il dit, il y a peut-être quelque chose qui va être bizarre, c'est qu'en fait le capitalisme, il porte en lui quelque chose de vicieux, c'est l'amour de l'argent, la cupidité. Et ça, c'est pas très compatible avec le plaisir de l'abondance, l'oisiveté, etc. Quelque chose qui va pas bien fonctionner. Il voit que le verre est dans le fruit. Parce que ce qu'il n'a pas imaginé, c'est qu'en fait, le capitalisme, il a produit les désirs qui font que vous avez sans arrêt besoin de quelque chose. Et donc, le capitalisme, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des besoins artificiels. Et ça, pareil, c'est comme les boutons de machin, vous en avez tous fait l'expérience. Besoin artificiel, c'est vous n'avez pas pensé pour regarder une pub, ah ouais, c'est vrai, il y a ce truc là, c'est nouveau, c'est pas mal. Et on est tous pris là-dedans. Hein. On est tous pris dans cette espèce de délire absolument fou du consumérisme, qui fait que vous avez une chose, mais vous avez, à peine vous l'avez, vous avez envie d'autre chose, et à peine vous l'avez, vous avez encore envie d'autre chose. Je prends toujours l'exemple des dentifrices, mais c'est vrai que c'est un des exemples qui, moi, me parle le plus, le plus simple. Quand j'étais jeune, moi, il y avait, de mémoire, on achetait un tube de dentifrice. C'était un tube de dentifrice. Hein, voilà. Après, on a eu des tubes de dentifrice spécial carie. Puis après, le spécial blancheur. Puis après, le spécial gencive. Bon, une fois qu'on a eu tout ça, moi j'ai vu apparaître le total. Hein, très bien, c'est-à-dire celui dans lequel vous avez à la fois gencive, carie. On dit, bah ouais, c'est malin, plutôt que celui où il y a tout. Hein. Sauf qu'après est apparu le total plus. Vous l'avez vu celui-là? Total plus gencive, total plus carie, total plus blancheur. Voilà. C'est un truc complètement délirant. Complètement délirant, mais ne croyez pas que ces histoires de consumérisme ne concernent, par exemple, que ceux qui ont l'argent et le temps de se prendre la tête pour avoir le nouveau iPhone, etc. C'est pas vrai. Et vous voyez dans les quartiers populaires, dans les milieux populaires, des gens qui se saignent aux 80, par exemple, pour que leur enfant ait le dernier iPhone, ou pour qu'il y ait un cartable de la marque qui convienne pour ne pas être pris pour le nul de la classe, et pour qu'au fond, sa classe sociale ne soit pas vue immédiatement dans la marque. Puisque maintenant, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous sommes la marque. Vous avez vu ça? Nous sommes la marque. D'ailleurs, il y a plein de trucs, on ne dit pas, on n'a pas des chaussures, on a des Nike, on n'a pas, oui, enfin, on n'a pas un polo, on a un Lacoste. Et nous sommes identifiés à cette marque, avec un moteur incroyable qui est le désir de parvenir. C'est parce que vous avez ce désir de parvenir, c'est-à-dire d'être plus haut que le voisin, hein, qui fait que vous avez cette espèce de moteur d'avant. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est rompre le lien entre le plus et le mieux. C'est-à-dire que le plus n'est pas toujours le mieux. Et si on ne fait pas cette rupture entre le plus et le mieux, alors on laisse faire la logique consumériste. Et si on n'est pas capable d'avoir un grand débat démocratique sur les besoins véritables, quels sont nos besoins véritables, qu'on a eu un peu au moment du Covid d'ailleurs. Parce qu'au moment du Covid, il y avait qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas. Vous vous souvenez? On s'est un peu posé ces questions-là. Et on s'est dit, bah, ça finalement ça ne me manque pas, ou ça j'en ai absolument besoin, vous voyez. Et ce débat-là sur les besoins exige un haut niveau démocratique. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre à plat les besoins, avoir une grande réflexion autour des besoins et mettre la machine productive au service des besoins véritables et non l'inverse, et non pas créer des besoins pour servir la machine productive et plus exactement le capital et donc nourrir le profit. Je vous assure que ça a l'air de rien, mais en réalité, quand vous partez des besoins, c'est une véritable révolution de notre système économique auquel vous aboutissez et qui non seulement permet de résoudre le défi climatique, environnemental, mais aussi de résoudre
des questions qui ont à voir avec le sens de la vie, le partage des richesses, les fondamentaux de ce à quoi, pourquoi on fait société et pourquoi on est là sur cette terre, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? C'est ça les vraies questions. Qu'est-ce qu'on a envie pour notre propre vie? On a envie d'être bien, de se cultiver, d'apprendre des autres, de produire des choses qui ont du sens, et non pas d'être des travailleurs bêta, travailleurs consommateurs, qui n'avons même plus de lien par rapport à ce que l'on produit. Je suis allée beaucoup plus loin que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Je voulais terminer sur la République féministe, j'ai dit République écologique, donc c'est un grand pas hein, pour le XXIe siècle de faire intégrer cet enjeu environnemental et écolo. Mais c'est aussi très important de faire une République féministe. Avec la vague MeToo, j'espère que tout le monde est à peu près arrivé jusque-là, dans la conscience qu'on ne pouvait pas continuer à avoir des lois qui proclament l'égalité entre les hommes et les femmes et à se retrouver dans des situations concrètes d'inégalité de salaire, de violences spécifiques faites aux femmes, etc. etc. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le proclamer dans la loi, il faut encore être capable de le faire. Parce que moi j'ai entendu Macron, avec Marlène Schiappa, qui a quand même le verbe féministe. Non mais ça c'est pour communiquer et vous faire un langage. Voilà, c'est comme c'est comme le coca, là, c'est le goût du coca, mais en fait, ouais. Et donc Marlène Schiappa, elle dit quelque chose, mais ensuite elle fait rien. Absolument rien, le gouvernement ne fait rien. Et bien ce que je peux vous dire, très simplement, c'est que le milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, indispensable, parce que si vous n'êtes pas capable de former les policiers pour qu'ils accueillent dignement, si vous n'avez pas de solution de logement quand une femme vient vous voir et qu'elle veut partir là tout de suite parce que son mari est violent, si vous n'êtes pas capable de faire en sorte que la justice, elle tente de faire son travail avec des magistrats formés, si les associations n'ont pas de moyens, s'il n'y a pas de maison des femmes dans les quartiers pour que les femmes puissent venir parler, s'il n'y a pas d'accompagnement psychologique, donc des êtres humains qui sont là pour accompagner ces femmes, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez déposer toutes les lois que vous voulez, vous n'arriverez à rien. Et donc je vous dis que nous, si nous sommes en responsabilité dans quelques semaines, le milliard, on le mettra sur la table tout de suite, et je vous assure qu'on saura très très bien quoi faire avec ce milliard pour lutter contre les violences. On en fera plein d'autres, hein. Je vous donne un deuxième exemple de ce qu'on va faire, c'est sur l'endométriose. Sur l'endométriose, parce que c'est une maladie qui touche une femme sur 10, qui enfin voit le jour. Peut-être certains d'entre vous ne savent encore pas ce que c'est possible, hein, parce que c'est pas si évident. En fait, c'est une maladie qui vient de la muqueuse utérine et qui fait que vous avez des petits morceaux en fait, de la muqueuse qui se baladent dans le corps. Alors ça peut faire des symptômes douloureux pendant les règles, très douloureux, hein, c'est pas juste j'ai mes ragnagnas ou là je suis en forme, non, c'est des trucs à se plier en quatre, comme ça peut faire des symptômes carrément invalidants, parce que les petits morceaux ils sont venus atteindre d'autres organes et vous pouvez finir vraiment avec un handicap, des handicaps assez lourds. Face à cette maladie, nous avons dans notre niche parlementaire, alors c'est le jour de l'année où on a le droit de faire un truc, l'Assemblée nationale de déposer, de décider de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et la dernière niche que nous avons eue, nous avons proposé, et je l'ai portée pour le groupe, une proposition de loi pour que l'endométriose entre dans les affections longue durée. Alors, entrer dans l'ALD 30, comme on l'a demandé, ça fait que vous avez droit à un remboursement à 100% de vos soins et que vous avez droit à des aménagements de votre temps de travail en fonction justement du handicap que vous avez, de la difficulté que vous avez. Nous avons tenu un truc incroyable, parce que là pour une fois, c'est la seule fois d'ailleurs où c'est arrivé, nos Playmobil ont été un peu, je sais pas, ce qui leur est arrivé, ils ont tous voté. Unanimité, même pas une abstention. On était quand même très heureux, parce que c'est pas toujours qu'on... Vous en valez pas trop. C'était bien, on était contents. Nous aussi on a fait comme ça, on était contents, on a eu le vote, tout ça, puis là, Olivier Véran arrive, il monte, et il donne le point de vue du gouvernement. Alors là, ça nous a touchés, parce qu'en fait, non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire, il s'agissait de faire un décret, c'est-à-dire que ce n'est pas une proposition de loi, c'est une proposition de résolution, parce que c'est seulement un décret qui peut décider de faire entrer l'endométriose dans la LD 30. Eh bien, vous me croirez ou non, en dépit même de la prise de position du président de la République, ils ont trouvé le moyen de ne pas le faire. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Parce que ça coûte de l'argent. C'est ça l'histoire. C'est que si vous le mettez
de soins qui aujourd'hui sont payés par les patients. C'est ça l'histoire. Et on en revient toujours à la même chose. Tant que vous êtes embourbé dans la règle d'or, dans l'austérité budgétaire, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. De la même manière que pour les femmes, tant que vous ne luttez pas contre la pauvreté, contre le chômage, contre la précarité, il n'y a pas de solution concrète pour la majorité des femmes, puisqu'elles sont les premières victimes des temps partiels imposés, de la flexibilité et des bas salaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne peut pas fonctionner de la sorte, et c'est pourquoi nous voulons cette République féministe. J'en termine, puisque je vous ai dit, en gros, c'est une manière de balayer d'une certaine manière le programme qui est le nôtre, mais maintenant on a un défi parce qu'il reste 4 semaines. 3 semaines. 3 semaines et un peu plus, et quelques jours, je crois. 3 semaines et 2 jours pour convaincre, avec un enjeu qui pour moi est majeur, je dirais même un argument qui est majeur, et je vous invite vraiment à enfoncer le clou, c'est d'imaginer ce que serait un second tour Jean-Luc Mélenchon, Macron, par rapport à ce que serait un second tour Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou Pécresse face à Macron. C'est-à-dire déjà, juste en allumant votre télévision, ça change toute la donne. Au lieu de vous parler insécurité, immigrés, voile, je ne sais pas quoi, d'un seul coup, on vous parlerait partage des richesses, réquisition des dividendes des actionnaires, développement des services publics, etc. C'est une toute autre ambiance dans le pays qui serait levée. Et à partir du moment où on atteint cette strate, ce stade-là, tout devient possible, parce que ce serait une telle surprise qu'on ne peut absolument plus présager de ce qui va se passer ensuite. Et donc, on relève l'espoir dans notre pays. Alors, je sais qu'il y en a qui hésitent. Il y en a qui hésitent pour des raisons diverses et variées, qui ont d'autres habitudes de vote, qui sont désespérés par la gauche. Et je pense que quand on est de ce côté-là, du côté de l'émancipation, du côté du partage, du côté de la justice, du côté de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, pour de vrai, il me semble que la responsabilité, c'est de conforter cette dynamique et de porter la candidature qui peut arriver à ce second tour et donc être dans le match et être en capacité de gagner, ou en tout cas, au moins, d'ouvrir l'espoir dans notre pays que le camp de l'émancipation humaine est toujours là, bien là, nous sommes là, et moi je veux vraiment saluer la dynamique qui est portée par les militants partout dans notre pays, c'est-à-dire toutes les salles sont pleines, enfin, c'est une dynamique qui est comme très impressionnante du côté des insoumis, et je pense qu'on peut la porter plus haut, et elle dépend de vous toutes et toutes, chacune et chacun dans cette salle, parce qu'il ne faut pas compter sur les autres pour le faire, certainement pas sur les télévisions pour nous aider, comme vous le savez, et donc c'est nous, notre capacité à, dans un dîner en famille, à la cafétéria, au boulot, dans les discussions qu'on a avec ceux qu'on croise, dans le militantisme qu'on fait sur les marchés et ailleurs, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et moi, j'ai confiance, si cette force continue de se lever, il reste 3 semaines, et je suis sûre qu'on peut vraiment casser la baraque. Jusqu'où, difficile de le dire, pour le dire très simplement en concluant, je dirais que je ne sais pas quand on va gagner, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on va gagner. Merci beaucoup Clémentine d'avoir tracé la perspective effectivement qui nous amène jusqu'au 25 avril. Tout est dit, Clémentine vous a fait tout le film, effectivement de ce courant de pensée que nous représentons, mais aussi de manière très concrète, ce que ça va changer dès le 25 avril. Tu as évoqué les mesures concrètes, notamment dans la vie des femmes, cette question de la 6e République, effectivement, où on remet les besoins au départ de tout et où on renverse complètement la logique. J'ai pas grand-chose à rajouter. Tu évoquais la question du consumérisme, vous savez mon attachement aux questions écologiques, et je voulais juste rajouter 2-3 détails avant qu'on engage une discussion avec vous. C'est effectivement, moi je l'ai traduit par cette question de la sobriété sur l'écologie de l'utilité, donc de quoi on a besoin, versus ce qu'il nous propose aujourd'hui, l'économie de la futilité, c'est-à-dire consommer tout ce que vous voulez, peu importe si vous en avez besoin ou pas, mais consommer. Il y a des mesures concrètes, Clémentine en a brossé certaines, des mesures concrètes et immédiates qui vont changer notre quotidien dès le 25 avril. Parmi celles qui, moi, me tiennent à cœur aussi par rapport à l'écologie, tu as parlé de la rénovation thermique des bâtiments, mais il y a aussi la question de la qualité de l'air, et je pense qu'ici, c'est particulièrement important d'en parler, d'en dire juste 2 mots, parce que la qualité de l'air,
c'est un besoin essentiel, vital. On en discutait tout à l'heure, des besoins vitaux qui nous sont, je veux dire, qui devraient être des droits. Et en fait, ici, c'est bafoué parce que quand vous sortez de cette salle, ici à Talence ou à Bordeaux, et que vous respirez des résidus de pesticides, notamment, qui sont pulvérisés à 30 km d'ici, quand nous, le 25 avril, nous interdirons les pesticides les plus dangereux, les néonicotinoïdes et les SDHI, ces fongicides très dangereux, nous améliorerons immédiatement la qualité de l'air que nous respirons. Quand nous allons prendre des mesures budgétaires immédiates pour que vous puissiez, vous le vivez au quotidien, enfin laisser votre bagnole au garage, parce que la pollution de l'air et des camions, par les camions et les voitures, c'est 48 000 morts prématurées dans notre pays. Mais ça n'est possible que si on a une alternative, une proposition alternative à faire avec une possibilité d'utiliser les transports en commun, d'avoir un appui budgétaire fort de l'État sur les transports en commun, le train du quotidien plutôt que les projets écocides tels la LGV. Et ça, c'est des choses que l'on doit aux gens, et ce n'est pas des mesures, j'allais dire, restrictives de circulation telles qu'on les voit fleurir, notamment ici, vous les subissez sans doute. Si vous devez aller à Bordeaux et que malheureusement vous avez une pauvre Clio qui a 15 ans parce que vous n'avez pas les moyens de changer de bagnole, ni d'en acheter une électrique ou nucléaire, je devrais dire, eh ben vous êtes exclu du centre-ville de Bordeaux où se concentrent pourtant les services publics que tu évoquais tout à l'heure, Clémentine. Donc nous, on veut tracer des alternatives qui vous permettent effectivement de faire des choix qui servent l'intérêt général. Et ça, c'est la cohérence de notre programme. Et ça permet aussi de répondre à des questions qui sont prégnantes. Tu évoquais la question du conflit ukrainien en ce moment, et la question de l'indépendance dont on nous rebat les oreilles depuis des jours, voire des semaines maintenant malheureusement sur cette question-là, suite à ce conflit, c'est la question de l'indépendance énergétique qui pour moi va de pair avec l'indépendance alimentaire. C'est qu'on a vu la flambée des prix de l'énergie notamment, et la question de la sobriété est toujours évacuée du débat public. C'est aujourd'hui comment on fait pour faire son plein. Alors là, il y en a qui n'auront jamais l'occasion d'instrumentaliser aucun événement que ce soit la crise du Covid ou les conflits les plus sanglants. C'est les amis du productivisme agricole qui nous disent nous, il n'y a pas de souci, consommer du bioéthanol, qui n'a rien de bio, et des agrocarburants qui n'ont rien d'agro, mais qui sont des carburants que l'on fait pousser à la place de notre nourriture. Et moi, je suis très inquiet de la place que sont en train de prendre ces questions énergétiques avec ce basculement qui est instrumentalisé par certains pour nous dire si vous voulez que l'on produise des agrocarburants, il faut effectivement qu'on produise plus avec plus d'intrants chimiques, avec plus d'engrais qui eux aussi sont produits à l'autre bout de la planète. Donc il y a une cohérence dans tout ce que l'on veut faire de cette République, de cette 6e République, et des mesures concrètes qui l'accompagnent, comme je le disais tout à l'heure, et ce que vous avez montré, Clémentine, c'est que ça n'est pas un concept. Bref, je m'arrête là pour ce petit addendum, ce petit ajout sur l'écologie et notre République écologiste, comment elle est liée à tout ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on ait un échange d'une trentaine de minutes où on va pouvoir prendre plusieurs questions de la salle, et ça permettra de nous laisser un petit peu de temps et finir pas trop tard pour que vous puissiez solliciter Clémentine qui a gentiment accepté de passer quelques dizaines de minutes pour vous dédicacer son ouvrage à la table. Les faussaires de la République, 4,50 € prix conseillé dans les réunions publiques de la France Insoumise et en librairie. Donc vous les trouvez ici, mais aussi chez vos libraires indépendants, et merci à eux pour la diffusion, et notamment ici localement, ils sont toujours... ils diffusent aussi ces bouquins sans tourner, sans barguigner, comme on dit, sans hésiter. Voilà pour le programme de cette fin de réunion. Avant qu'on démarre la question les questions-réponses, un principe, parité absolue s'il vous plaît. C'est-à-dire que si c'est une personne, un homme qui démarre, c'est une femme qui suit, si c'est une femme qui démarre, c'est un homme qui suit, et on veillera strictement à la parité. Donc ça c'est un premier principe. Vous annoncez aussi que cette réunion publique précède d'autres réunions qui auront lieu dans les prochains jours si vous voulez continuer à creuser nos propositions programmatiques. Je vois devant moi Lorraine qui organise lundi prochain à l'Université Bordeaux-Montaigne, à l'Amphi D400, une réunion sur l'université et comment on va remettre effectivement l'université au centre de nos discussions et de notre 6e République, avec Eric qui sera aussi là pour cette réunion publique. J'aurai le plaisir d'être à leur côté, et Barbara Stiegler sera aussi avec nous lundi soir.
Vendredi prochain, à l'Athénée municipal, ça sera question de 6e République encore. Si vous voulez approfondir le processus constituant et savoir effectivement comment on y aboutit, alors voilà, je vous donne un petit indice, comme ça vous pourrez avoir révisé avant d'y aller. C'est avec Raquel Garrido, et ça parlera effectivement comment on utilise l'article 11 de la Constitution de la 5e pour passer la 6e, parce que dans la 5e République, dans la Constitution, rien n'est prévu pour en finir. Et heureusement qu'on est là quand même pour s'occuper de ça, parce que c'est quand même un enjeu majeur et une impérieuse nécessité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc maintenant, le micro est ouvert pour des questions très courtes, s'il vous plaît, et on va essayer d'y répondre, surtout vous, Clémentine, parce que on va profiter de toi, de ta présence, mais je saurai là aussi s'il y a des questions qui me concernent ou sur lesquelles je peux apporter un éclairage. Merci vraiment de votre participation et merci beaucoup à vous. Alors, je ne sais pas comment, si c'est moi qui vais gérer, on a le monsieur en bleu, une dame juste à côté, après le camarade qui est là contre le mur, qui démarre, du coup, d'accord, c'est lui qui a le micro, c'est lui qui démarre. Après madame au fond, je crois, et à côté de Marie. Ouais, je peux faire même sans micro, c'est possible. Avec le micro. Ouais, c'est un truc dont j'entends plus parler et qui a été porté pendant les années par la gauche, surtout pendant les campagnes électorales. Peut-être que je me trompe, mais de manière en commun, je ne l'ai pas vu. C'est le droit de vote pour les immigrés non communautaires. Et voilà, c'est un truc dont on n'entend plus parler du tout. Et pourtant qui revenait régulièrement. Et qui a un argument contre l'extrême droite. Hein. Pour moi, je sais que j'ai milité pour le droit de vote des immigrés pendant des années, mais là, on n'en entend plus parler du tout. Même, voilà, enfin, la position de l'Union populaire là-dessus, moi, j'aimerais bien l'entendre. Ok, voilà. Merci bien. Une dame derrière pour la deuxième question. On va essayer de couper juste. On a un problème avec le système d'alarme, je crois, sur la salle. Ça y est, c'est bon, on a tiré la prise. Ok. Donc, merci, camarade. Madame qui lève la main. Bon, bonsoir, merci d'être là, messieurs, dames et députés. Bon, je suis aide-soignante moi depuis 22 ans et ma question c'était, on sait à quel point on est en manque de personnel soignant qualifié. Tout ce que j'aimerais savoir, c'est que quelle solution pour la formation et le recrutement, justement, ce genre de personnel soignant dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Merci. On peut en prendre voilà, le monsieur. Et après, il nous faudra une dame pour ce premier tour de 4. Ça va? Alors, ma question sera courte de la réponse, je ne sais pas. Vous n'avez absolument pas évoqué la problématique européenne. L'orientation que vous proposez, forcément, elle pose la question de et l'Europe. Et l'Europe. Et comment faire avec une politique européenne. Donc ça, c'est le premier volet. Mais de façon plus générale, vous n'avez pas évoqué les problèmes de politique internationale, et, sauf l'Ukraine évidemment, mais vous n'avez pas évoqué les problèmes de politique internationale, les relations nord-sud, etc. Sans parler dans une perspective de victoire que vous le souhaitez. Oui, bonsoir. Oui, en fait, moi, c'est à la fois une réflexion et des questions. Si on se fait, se dit, genoux à 61 au grand théâtre, là, de gouverner, c'est dire aux gens, regardez ailleurs, nous, pendant que nous, on s'occupe de vous. Et c'est vrai que moi, je vois tous ces programmes qui sont élaborés, et je me dis, mais à quel moment est-ce qu'il y a un contact avec la base pour établir ces programmes? J'ai fait partie de tas, moi je suis à la retraite maintenant, mais j'ai fait partie de tas d'associations, j'ai même adhéré à un parti politique, j'ai fait l'effort, et j'ai créé plein de syndicats avec des associations, etc. Les corps intermédiaires qui sont les syndicats et les associations, mais surtout les syndicats de salariés, eh bien, on voit le même problème, c'est-à-dire que tout arrive du sommet et tombe vers la base. Mais il n'y a pas l'aller-retour. Et c'est pareil pour les partis politiques, je le constate actuellement.
Donc ces programmes, je ne sais pas comment ils sont élaborés, mais à un moment donné, à quel moment nous, parce que moi je suis d'accord avec certaines choses, pas avec d'autres par exemple, à quel moment on est consulté et comment, voilà. Alors je sais que les moyennes patriotiques ne sont pas toujours extraordinaires, mais ce n'est pas une question de moyens. Par ailleurs, je voulais, donc, vous parliez tout à l'heure de l'Assemblée nationale et d'un problème démocratique, mais on peut le constater partout. Il faut redescendre au niveau local, dans les communes, etc. Tant qu'il n'y a pas cette proportionnelle, au moins partielle, il n'y aura pas de démocratie participative. J'ai fait partie pendant 4 ans d'un conseil économique, social, environnemental, municipal. J'ai travaillé sur des tas de sujets, en particulier l'eau et les déchets, et ça n'a servi à rien. Il y a des relais, ces relais existent, mais tels qu'ils sont pratiqués, ça ne sert à rien. C'est pour ça que tous ces mouvements qui existent actuellement sur les trucs participatifs, etc., enfin, la pratique que j'en ai, ça n'a pas été extraordinaire. Voilà. Donc, vous parlez de l'Assemblée nationale, la démocratie n'est pas idéale, je pense que ça va beaucoup plus bas, et ce qui est près de nous, ce sont les communes, que on peut mieux appréhender ce qui se passe dans notre commune, notre territoire. On est encore des êtres territoriaux malgré tout, donc on peut mieux s'en occuper. C'est pour ça que les conventions de citoyens au niveau national, j'y crois pas trop. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait développer au niveau local, mais alors vraiment local, qu'il y ait quelque chose auprès des élus. Moi, je fais partie d'une commune PSBC. Ça n'a rien changé. J'ai été obligé de saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, pour avoir des informations qui sont publiques. Par exemple, sur l'eau. Qui sait ici qu'il y a tous les ans un rapport annuel sur l'eau? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui savent que c'est un document public et qui le savent. Or, ça, ce n'est pas. J'en faisais la remarque à un élu, lui disant, mais il me dit tout simplement que les gens consultent. Moi, je dis, il faudrait déjà que les gens savent que ce document existe. Mais il y a plein de choses très simples qui pourraient changer beaucoup de choses. Et ce n'est pas qu'une question de moyens. Vous parliez des moyens tout à l'heure. Il y a actuellement 6 000 milliards d'économies. On ne parle pas des biens immobiliers, mais il y a 6 000 milliards d'économies. Et je voudrais savoir, en fait, comment vous envisagez d'orienter cet argent. Ok, très bien. Alors, beaucoup de questions. Alors, je vais peut-être. On va répondre à ces 4 premières, on fera un autre tour. T'en as noté 5, j'en ai peut-être zappé une, mais juste pour peut-être démarrer par la dernière sur comment on a construit ce programme, parce que je pense que ça permet aussi de comprendre et après d'expliquer les réponses. Bien sûr qu'on a consulté largement et que notre programme il est assis sur l'expertise notamment des associations citoyennes, de grandes ONG, sur lesquelles voilà, on s'appuie sur leur expertise parce qu'on n'a pas la science infuse et on a la modestie de le reconnaître, et on travaille ces questions avec des associations, on les rencontre, on discute avec elles. Ces 5 années passées à l'Assemblée nationale ont aussi été, lors de textes que l'on a étudiés, l'occasion d'échanges avec ces associations pour connaître leurs positions et débattre des nôtres, et donc les affiner. Et donc ça, c'est une construction permanente, et d'une manière plus concrète aussi, vous avez sans doute, pour ceux qui sont les plus attentifs à notre production programmatique, il y a effectivement le programme de l'avenir en commun qui est là, que vous pouvez trouver, 690 propositions, mais il est surtout décliné, comme ça avait été déjà le cas précédemment, en une quarantaine de livrets thématiques qui vont plus loin dans les propositions. Et ces livrets thématiques ont contribué, tous les gens de bonne volonté qui se reconnaissaient dans nos propositions et qui ont voulu nous aider à les approfondir et à les creuser. Et donc voilà, les livrets thématiques sont aussi le fruit d'un travail plus large, populaire, autour des propositions, cohérentes les unes avec les autres, car c'est aussi l'attention que l'on porte particulièrement sur le problème démocratique. Vous parlez de proportionnel, madame, ça tombe bien, c'est dans le programme, effectivement, les questions d'élection proportionnelle, notamment pour l'Assemblée nationale, nous semble être un moyen d'avoir une représentativité meilleure, en tout cas plus conforme à ce que l'on attend du poids politique des uns et des autres dans la vie. Donc un poids politique, mais aussi un poids, j'allais dire, sociologique, puisqu'on voit qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale n'est même pas représentative de la composition sociale de notre pays. C'est-à-dire que ouvriers salariés, c'est plus de 20% de la population active, et c'est aujourd'hui 1,5 à 2% des députés élus à l'Assemblée nationale. Voilà sur la construction du programme. Clémentine, je te laisse répondre sur le reste, et puis je peux compléter si besoin.
Merci Loïc. Oui, sur le droit de vote des étrangers, j'étais très contente de la question, parce qu'en fait, je pense que ça fait partie de ce qu'on a, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'on ne mette pas en avant le droit de vote des étrangers, c'est comme si on reculait. Enfin, c'est ce que j'entends dans votre question. Et je pense que tout le climat, quand je dis il faut arrêter de s'excuser, il faut arrêter de dire, de commencer à ah oui, mais non, mais vous voyez, il faut être frontalement face à l'extrême droite, c'est ma conviction. Hein. On ne gagnera que si on oppose frontalement à l'extrême droite une autre vision du monde. C'est vrai pour le droit de vote des étrangers, il est dans notre programme, hein, donc il n'y a pas de sujet, il est dans notre programme. Mais si vous dites que vous ne l'entendez pas, c'est parce que je pense que nous avons à muscler la confrontation avec eux. Et ça va aussi sur l'immigration. C'est-à-dire que ça va aussi sur les enjeux migratoires. Si on pense qu'on va s'en sortir face à l'extrême droite, qui propose, pas que l'extrême droite, hein, l'autre jour j'étais face, l'extrême droite, si, Zemmour, candidat comment il s'appelle, Guillaume Pelletier, qui est porte-parole de Zemmour, et nous expliquait sur le plateau qu'il voulait virer des millions de gens de la France. Ça se comptait en millions ce qu'il racontait. Voilà. Donc, je veux dire, on est à un niveau de délire qui est un niveau de délire extrêmement élevé. Et par chance, si j'ose dire, dans un climat épouvantable, le mot est mal choisi, vous allez comprendre pourquoi, mais quand on entend Robert Ménard vous expliquer que finalement il regrette ce qu'il a dit sur... Ben oui, il regrette ce qu'il a dit à la bonne heure. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans notre pays, les capacités de solidarité, les capacités d'organisation pour accueillir les Ukrainiens, nous sommes capables de les mobiliser aujourd'hui. Et vous avez un élan qui est incroyable. Je ne sais pas comment c'est ici à Talence, mais à Sevran, par exemple, chez moi, ils ont mis quelque chose pour mettre des dons pour les Ukrainiens. Ils pensaient venir récupérer le paquet tous les 3 jours. Ils ont été obligés de le faire tous les jours tellement les gens donnaient. Sevran, c'est une des 50 villes les plus pauvres de France. Vous voyez, les gens ont quand même le cœur sur la main et cet élan de solidarité, ils l'ont. Donc ça s'organise. L'État arrive à s'organiser pour donner des papiers aux réfugiés qui ont traversé la Pologne, etc. C'est possible. Mais si on l'a fait pour les Ukrainiens, pourquoi on n'est pas capable de le faire pour les Syriens? C'est quoi cette histoire? Je pense que tout ça est très lié et que je crois que nous devons être ceux qui relevons la tête et qui affirmons fièrement que oui, on est pour cette ouverture et certainement pas pour une France figée, éternelle, chrétienne et je ne sais pas quelle horreur. Voilà. Donc on doit ouvrir et ceux qui travaillent ici, ils doivent pouvoir, et qui payent des impôts ici, ils doivent pouvoir voter ici tout simplement, ça me paraît parfaitement logique. Sur les personnels soignants, alors on a un grand plan, je pense qu'on est quand même très offensif, je vous invite peut-être à aller regarder dans le programme et surtout dans les livrets correspondants, parce que le programme donne des choses assez générales et ensuite c'est décliné, comme a dit Loïc, dans des livrets particulièrement travaillés. Donc je vous invite à aller regarder, mais la logique générale, elle est celle d'un recrutement massif et d'une revalorisation des personnels soignants. Ça, c'est clair, net, précis, là où le gouvernement fait des queues de soleil. Donc nous, on veut investir dans l'hôpital public, recruter et faire un grand plan aussi de formation et payer les personnels, enfin, pardon, les jeunes ou moins jeunes qui se forment dans les métiers de la santé, les infirmières, les aides-soignantes, etc., payer le temps de la formation. Parce que c'est ça aussi qui peut aider à revaloriser, enfin, à donner envie de faire ces métiers. C'est d'abord de faire en sorte que les conditions de travail soient correctes, faire en sorte que les gens soient payés dignement, mais aussi que la formation ne soit pas obligatoire, mais puisse être un moment où on peut le faire correctement. Sur l'Europe, en effet, je n'ai pas parlé de l'Europe parce que j'ai pris un angle République. Je n'ai pas parlé de plein d'autres choses. Hein. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Mais l'Europe est une question tout à fait essentielle. Bon, notre position est malgré tout assez connue. Hein. Moi, je me suis battue contre le traité constitutionnel européen. Notre famille politique était globalement très opposée. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu se cristalliser quelque chose qui ne va pas. Nous sommes opposés aux normes néolibérales, austères, qui sont imposées par l'Union européenne. Et nous ne céderons pas là-dessus. Voilà. Donc ça veut dire que si demain, l'Union européenne nous dit « vous devez ouvrir à la concurrence le système des transports »,
eh ben, nous dirons merci beaucoup, mais nous, on ne va pas faire ça parce qu'on veut investir dans les transports, on veut qu'ils marchent bien, on veut que ce soit un service public de qualité et pas faire rentrer là-dedans le libéralisme qui a tout cassé, qui a cassé la Poste, enfin partout on a fait, qui a cassé France Télécom, qui a cassé Air France, qui a tout cassé. Donc on n'a pas envie de cette logique-là, et là on ne le fera pas. Ensuite, c'est une histoire de bataille politique. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que l'Union européenne, il ne faut pas la prendre comme quelque chose de figé. Nous, ce qu'on dit, c'est que les traités, aujourd'hui, ils sont inacceptables et nous ne les respecterons pas parce que nous sommes en désaccord. Et si ces traités nous empêchent de mener la politique pour laquelle nous avons été élus, ce n'est pas acceptable. Alors, à partir du moment où on fait ça, on dit, bah non, ça, on n'appliquera pas. S'ouvre une crise politique à l'échelle européenne. Ça crée nécessairement une crise. D'ailleurs, remarquez que d'autres l'ont fait, ça n'a pas toujours fait tant de crise que ça. Ne pas appliquer certains traités, ben voilà, il y a un pays qui n'applique pas, bon, c'est pas bien, tout ça, mais la vie continue, j'ai envie de dire. Bon, si la France le fait, et sur de nombreux sujets, ça ouvre une crise. L'idée, c'est de ne pas voir les choses de façon éternelle et figée. Il faut créer une dynamique à l'échelle européenne, avec d'autres pays, avec d'autres peuples, pour essayer de mener le rapport de force. Comme on l'a dit beaucoup, la France, c'est pas la Grèce. La Grèce s'est retrouvée très isolée. Et quand la Troïka est arrivée pour mettre la tête sous l'eau, c'est sûr que c'était très compliqué pour les Grecs de résister. Mais la France, c'est pas exactement la même chose que la Grèce. Donc nous avons espoir d'enclencher, si nous gagnons, un processus qui soit vertueux pour revisiter la dynamique européenne, le sens de l'Union européenne, et si ça ne marche pas, d'imaginer aussi d'autres formes, d'autres alliances qui peuvent permettre de faire contrepoids dans notre volonté de créer de la coopération et non pas de la concurrence libre et non possible. Ça, je peux dire que c'est une totale autre logique. Donc il y a l'échelle européenne, il y a aussi le bassin méditerranéen. Quelqu'un veut poser la question de notre rapport Nord-Sud en particulier. Si je parle coopération, c'est que ce n'est pas simplement à l'échelle européenne qu'il y a des choses à changer, c'est à l'échelle internationale et d'essayer de peser de tout ce qu'on peut pour avoir une réforme de l'ONU, pour avoir des biens communs d'humanité, pour qu'on arrête de piller les pays du Sud, pour qu'on ait des relations qui ne soient pas des relations de type France-Afrique, mais des relations respectueuses qui permettent la relocalisation de l'économie pour tout le monde. Enfin bref, le programme international, difficile de le résumer en quelques mots, d'autant que les enjeux géostratégiques, pardon, je ne vois pas le monsieur là-bas qui parlait, mais que les enjeux géostratégiques sont des enjeux extrêmement complexes. Moi, j'ai siégé à la Commission des Affaires internationales pendant 5 ans, donc je veux bien revenir et faire un jour, voilà, peut-être une conférence là-dessus, mais ça ouvre des pistes qui sont des pistes très très larges. Voilà, je m'arrête là parce que ce qui est bien, c'est aussi de vous entendre. Merci Clément.